Bonjour, Thomas Mulcair. Bonjour. Ce que vous proposez, M. Mulcair, dans le plan de développement durable du gouvernement, c'est de changer les façons de faire du gouvernement, ce qui est sans doute fort important. Mais pour le citoyen, on ne voit pas ce en quoi ça va rendre le Québec plus vert, plus écologique, plus tourné vers le développement durable. Je vais vous dire, le plan que l'on propose est effectivement ambitieux. On va créer, par exemple, un fonds vert dans lequel on va verser des dizaines de millions de dollars pour aider les municipalités avec des choses aussi diverses que la gestion des sites d'enfouissement. On va s'assurer que dans chaque ministère et organisme, on ait un plan de développement durable pour rencontrer cette stratégie gouvernementale. Et c'est quoi le développement durable? À chaque fois qu'on a une décision à prendre, on doit regarder l'aspect environnemental, social et économique et son effet sur les générations futures. Mais on est tellement sûr d'y arriver à terme de la démarche que l'on propose qu'on est même prêt à mettre dans la Charte des droits l'obligation pour le gouvernement d'appliquer ces lois et le droit des citoyens de vivre dans un environnement sain. Alors pour nous, c'est un processus qui s'engage, un long processus de consultation à travers le Québec, mais on est persuadé qu'à terme, on va arriver avec une nouvelle génération de gens qui vont, à chaque fois qu'ils prennent une décision, penser à l'effet sur l'avenir. Mais dans le concret, M. le ministre, ce plan-là fait de vous, au fond, l'homme orchestre du développement durable. Au moment où vous rendiez ça public, il y a un de vos collègues qui a livré un peu le fond de sa pensée. C'est Michel Audette. On va réécouter ça ensemble, si vous le voulez. Par exemple, qui empêcherait Investissement Québec d'aider une entreprise polluante, par exemple? Ce n'est pas la perspective qui est actuellement envisagée. Alors, M. Mulcair, on comprend que Michel Audette a tenté de patiner par en arrière vendredi à la période de questions, mais au fond, il vous dit de vous mêler de vos affaires. Non, ce que M. Audette a dit, puis il l'a très bien expliqué aujourd'hui à la période des questions, c'est qu'au moment où on se parle déjà, lorsqu'on donne une subvention à une entreprise, il faut que cette entreprise monte patte blanche. Il faut qu'il montre que son certificat d'autorisation en environnement est respecté, sinon il ne reçoit déjà pas de subvention. Ce qui va être nouveau pour l'avenir, c'est qu'avant d'approuver un nouveau projet dans lequel le gouvernement pourrait avoir une participation, il va falloir que ce projet-là soit mesuré à l'aune sur cette question de développement durable. Est-ce que oui ou non ça s'inscrit dans le développement durable? Donnez un exemple. Nous, on est résolument tournés vers les énergies renouvelables comme l'hydroélectricité et l'éolienne. Pour nous, ça, c'est une excellente nouvelle pour l'environnement et pour la population. Si quelqu'un veut installer quelque chose qui irait à l'encontre de l'accord de Kyoto ou à l'encontre de nos autres engagements, ça pourrait être tenu en ligne de compte avant de décider d'embarquer. On ne permettrait pas à une situation de se développer où ça ne serait pas une éco-conditionnalité. Dorénavant, on donne de l'argent du gouvernement, il va falloir que ça s'accorde avec le développement durable. C'est aussi simple que ça, et tout le gouvernement est d'accord avec ça. Il y a quelques instants, M. Mulcair, vous disiez que vous avez mis dans la Charte des droits et libertés du Québec la question, le droit à un environnement sain. On propose de le faire, c'est dans l'avant-projet de loi. C'est joli, mais c'est dans la partie 2 de la Charte des droits. Cette partie-là, ça dit des choses comme le droit au logement, le droit du public à l'information, que nous, les journalistes, on aime beaucoup, mais il n'y a jamais eu aucune cause devant les tribunaux qui a été basée là-dessus. Bref, c'est l'équivalent de mettre ça sur un mur, dans un cadre, ça n'a pas d'effet réel. Bien, comme avocat, je peux vous dire que je me permets d'exprimer un avis contraire. Ça fait 25 ans que je travaille avec les chartes et que je travaille ici au gouvernement du Québec et je vais vous dire que lorsque l'on dit que les gens ont le droit de vivre dans un environnement sain, respectueux des lois et règlements, c'est une obligation faite au gouvernement de veiller à l'application des lois environnementales. Quand moi je suis arrivé comme ministre de l'Environnement, il n'y avait même plus d'équipe de procureurs spécialisés en environnement qui veillaient à l'application des lois. Ça avait été démantelé par le gouvernement antérieur. Mon collègue Jacques Dupuis vient de me donner l'autorisation pour reconstituer une équipe de 15 procureurs spécialisés. Donc ça donne d'un côté une garantie d'application des lois, d'un autre côté une règle d'interprétation qui peut venir en aide lorsqu'il y a une question de savoir de quel côté se pencher. Donc, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas sans effet. C'est quelque chose qui peut effectivement avoir de l'importance. Et je vous dis tout simplement ceci. Malgré l'important débat qui va avoir lieu et de consultation, on est la seule juridiction en Amérique du Nord à hisser ça au rang d'un droit dans sa charte des droits. C'est une règle d'interprétation, vous venez de le dire. J'ai dit les deux choses. Je vous ai expliqué que ça obligerait dorénavant les gouvernements à appliquer les lois, ce qui n'était pas le cas. Donnez un exemple concret. Vous m'avez demandé... Mais obliger le gouvernement à appliquer ses lois, il doit le faire, appliquer ses lois, s'il n'y a pas grand-chose là. Ah oui, vous pensez ça? L'équipe de David Boyd à l'Université Victoria en Colombie a publié un excellent ouvrage là-dessus l'année dernière intitulé Unnatural Law. Le constat premier, c'est qu'à travers le Canada, puis on ne fait pas exception, pas tellement qu'il nous manque des lois et règlements en environnement, il nous manque la volonté de les appliquer.
Alors, donner un exemple concret qui va vous faire sourire peut-être. Vous savez qu'il y a des règlements très stricts en ce qui concerne le dépôt des neiges usées. Quand vous ramassez la neige dans la rue, ça peut être plein de choses insalubres qui doivent être déposées correctement en attendant la fonte du printemps. Cette année, à notre première année d'arrivée, on commence à exiger que nos directions régionales envoient le message clair que ça va être appliqué. Je vous aurais fait rire en écoutant les appels qu'on avait des compagnies qui enlevaient la neige, que c'est ça, cette fois-ci, que vous allez appliquer la loi. Ça n'a jamais été appliqué, cette affaire-là. Alors, oui, nous, on va appliquer les lois, on y croit. Puis je pense que c'est une lecture honnête de ce qu'on met sur la table que de dire qu'on est en train de veiller à ce que les gouvernements assument leurs responsabilités pour l'avenir en matière d'application des lois. Ce que vous nous dites, vous allez faire votre job. Monsieur Molker, je pense que tous les ministres dorénavant vont faire leur job. Ben justement, on va se parler de deux dossiers bien précis, Monsieur Molker. Oui. C'est un peu un test de sincérité, là. Votre gouvernement, beaucoup de vœux dans votre plan. La centrale du Suroît, vous étiez où, vous, Monsieur Molker, quand le décret a été adopté par le Conseil des ministres? Je l'ai signé, ce décret-là, dans un contexte, et je le resignerais si le même contexte se représentait, où Hydro-Québec nous disait qu'on allait manquer d'électricité et qu'on allait l'importer avec de l'électricité produite au charbon. Le gaz naturel était une beaucoup moins mauvaise solution. Mais il y a deux choses qui se sont passées depuis. On a envoyé ça à la Régie de l'énergie qui nous a dit que c'était peut-être souhaitable, mais pas indispensable, et Dame Nature s'est occupée d'une bonne partie en remplissant les réservoirs. Conclusion, contexte changé, on pouvait annuler le Suroît. Mais donc, je vous dis que le public l'été prochain, donc s'il ne pleut pas l'été prochain, on va revenir avec un projet comme le Suroît. Vous avez été sauvé par la pluie. Là. Non, ce qu'on est en train de dire, par contre, c'est qu'on a adopté un règlement important pour imposer des conditions strictes sur la productivité des centrales en cogénération, où il y a beaucoup moins de gaspillage qu'avec du thermique. Et ça pourrait, le cas échéant, devenir une partie de notre portefeuille énergétique. Mais ce serait toujours étudié, M. Auger, en fonction de cette recherche de l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire notre obligation de penser aux générations futures et qu'est-ce qu'on peut supporter, soutenir comme développement. C'est ça le développement durable. Ben justement, parlant de développement durable, le transport en commun, on a vu cette semaine hausse des prix importante. Ça a un effet direct. Ça décourage les gens à utiliser le métro et l'autobus. Elle est où la cohérence, M. Molker? On a entendu de votre gouvernement qu'il n'y aurait pas d'aide additionnelle au transport en commun à Montréal. Ça n'a pas de sens. Si vous lisez le rapport du Bureau d'audience publique en environnement, par exemple, sur l'extension de l'autoroute du Vallon, ici à Québec, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on regarde ces questions-là dans une perspective de développement durable, oui, on peut extensionner une autoroute, c'est ce que le BAP dit. Il regarde ça en termes d'environnement. Regardez les frayères ici, la forêt là, mais on peut extensionner. Mais ils nous ont donné un avertissement. Ça ne sert à rien de pousser plus loin le problème des voitures qui tournent comme ça. Il faut en même temps faire quelque chose pour le transport en commun. Mais il y a plus qu'on peut faire. On peut faire des voies réservées, on peut faire des stationnements incitatifs. J'ai parlé de ça cette semaine même avec mon collègue au transport. En attendant, il n'y a pas d'aide au transport en commun à Montréal. Pardon? En attendant, il n'y a pas d'aide au transport en commun à Montréal. Il y a énormément d'aide au transport en commun, mais M. Auger, il faut regarder l'ensemble des facteurs. Ce n'est pas nous qui signons les conditions. Quand vous regardez que ça coûte en salaire 15 % de plus que la moyenne du Québec à Montréal et 25 % de plus conditions d'emploi tout confondu, il y a aussi des aspects coûts qui doivent être regardés. C'est pas vrai qu'en juste en donnant sa main comme ça, en disant remplis le plus, puis là, je vais savoir si oui ou non vous aimez le transport en commun. C'est un ensemble de facteurs qu'il faut regarder. M. Molker, on arrive déjà à la fin de l'émission. Vous connaissez 2 minutes. Oui. Ça, patinage interdit, question courte, réponse courte. Michel ouvre le jeu. Difficile pour les politiciens, mais je vais faire de mon mieux. À la résidence Molker, monsieur le ministre, est-ce qu'on fait du compost? Chez nous, non. Monsieur le ministre, j'ai un jardin potager, mais je ne fais pas de compost. Ah. 2 minutes de punition pour vous, là. Dossier le plus urgent au plan politique à l'heure actuelle, M. Molker, c'est la grève à la SAQ ou la crise dans le monde agricole? Je pense que le dossier le plus important en environnement, c'est le gaz à effet de serre et le réchauffement planétaire. Les agriculteurs du Québec, est-ce que ce sont des pollueurs ou des environnementalistes? 95 % des environnementalistes, très respectueux des générations futures. Il y a souvent 10-12 générations sur une même ferme. Mais il y a des exceptions graves et il faut les réprimer, leur inconduite. J'en ai pas mal ici, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Faire une autoroute à 4 voies dans une réserve faunique comme le parc des Laurentides, est-ce du développement durable? Si on regarde qu'il y a des dizaines de milliers de voyages qui doivent être faits, et il y a souvent des attentes et des ralentis, puis des gens qui meurent dans ce parc-là, si on regarde l'ensemble du dossier, je pense que c'est une excellente idée. Mais il y a une chose qu'on peut faire en parallèle. On parlait tantôt de remplacer, par exemple, les 35 000 camions qui montent dans ce parc pour le carburant. On peut le remplacer par du bateau. Faut-il taxer encore plus les SUV et les 4x4?
Oui, je crois. Vous êtes un entraîneur certifié au hockey. Oui. Comment vous définissez en politique un joueur de finesse ou un goon? Ben, je pense que je suis quelqu'un qui n'hésite pas d'aller dans les coins. La plupart du temps, je sors debout avec la rondelle. Justement, vos adversaires disent que vous êtes le gars le plus salaud dans les coins. Est-ce que ça vous flatte ou ça vous choque? Ben, je pense que c'est un sport de contact, la politique, tel qu'on le pratique ici au Québec. Parlant de contact, qui a été le meilleur chef libéral du Québec que vous ayez connu? Sincèrement et sans hésitation, Jean Charest. Quel a été votre adversaire le plus coriace? Je dirais probablement Jacques Brassard. Vos racines irlandaises sont connues, Monsieur Molker, et vous êtes aussi l'arrière-petit-fils d'Honoré Mercier. Oui. Vous êtes plus proche de l'Irlande ou d'Honoré Mercier? Ah, je suis exactement entre les deux. Quand je marche ici à Québec, il y a des belles croix irlandaises partout, mais je me sens vraiment chez moi à Québec. Merci beaucoup, M. Molker. Merci, Ça m'a fait très plaisir.